Et avec nous aujourd'hui dans ce club, Yves Tréhard, comme tous les lundis. Bonjour Yves, merci d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Oui. Et Mathieu Souquier. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être là, essayiste, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. On va revenir avec vous sur ce week-end politique et notamment l'alerte pour la majorité, toujours largement distancée aux européennes. Est-ce une élection déjà gagnée pour le Rassemblement national? Vous me direz ce que vous en pensez. Alex, on va évidemment revenir également sur cette grande interview de Gabriel Attal. Il a détaillé le calendrier des réformes. Ah oui, le Premier ministre a évoqué ses urgences du printemps, ses chantiers de l'été ou encore ses réformes de l'automne. Et puis on va commencer évidemment par l'actualité dans nos régions, c'est bien sûr la situation du côté de Mayotte. Et on va aller dans quelques instants à Mayotte, qui fait bien sûr l'actualité dans nos régions. Gérald Darmanin s'y est rendu hier alors que l'île est en proie à de vives tensions. Samia Decher. C'est une décision radicale et inédite. La fin du droit du sol à Mayotte pour endiguer la crise migratoire. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a rencontré les collectifs citoyens qui se sont engagés à lever leurs barrages. Des barrages contre l'immigration et l'insécurité qui paralysent l'île depuis 3 semaines. Les annonces faites au nom du président de la République sont fortes et historiques. La fin du droit du sol, par exemple, c'est pour Mayotte une grande résolution de ces problèmes, puisqu'aujourd'hui, vous le savez bien, si 90% des enfants qui naissent à Mayotte ne sont pas de père ou de mère mahorais, c'est parce qu'il y a une attirance de la France, l'attirance de Mayotte. Mayotte est française, c'est une fierté pour la France que Mayotte soit française et attire cette immigration irrégulière de partout et maintenant de l'Afrique des Grands Lacs. De retour à Paris, Gérald Darmanin doit s'entretenir aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Pour mettre fin au droit du sol à Mayotte, le président de la République va devoir réformer la Constitution. Après sa rencontre avec le chef de l'État, Gérald Darmanin doit fournir aux collectifs citoyens l'engagement écrit qu'ils attendent pour lever les barrages. Et on va voir comment ces annonces ont été perçues sur place. On va à Mayotte où on retrouve Anne Perzo-Lafont. Bonjour Anne, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, rédactrice en chef du journal de Mayotte. Anne, vous avez suivi le déplacement de Gérald Darmanin. Comment les annonces du ministre de l'Intérieur ont été perçues par les Mahorais ? Déjà, dans un premier temps, ça a été explosif. Personne ne s'attendait à la levée du droit du sol. C'est-à-dire que concrètement, 2 parents étrangers d'un enfant né à Mayotte ne pourront plus demander des titres de séjour. Donc, ça va baisser énormément le nombre de titres de séjour. 80 à 90% dit Gérald Darmanin. Je pense qu'il faut aller un peu plus au fond dans les statistiques. Mais du coup, et également, en fait, la revendication phare du collectif qui s'appelle les Forces Vives, cette fois-ci, parce qu'on a connu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des manifestations sociales en 2011 et 2018. Et les Forces Vives, en fait, leur demande prioritaire, principale, c'était la levée du titre de séjour territorialisé. Donc, ce titre de séjour à validité territoriale limitée empêche son détenteur de sortir de Mayotte. Il faut savoir que ça n'existe nulle part ailleurs. En Guyane, il n'y a pas ce titre de séjour territorialisé alors qu'il y a une forte migration. Et donc, c'était quand même une injustice. Et en limitant le droit du sol, donc le nombre de titres de séjour, il y aura moins de titres de séjour territorialisés. Et donc, en fait, ces gens qui seront en situation régulière pourront partir en hexagone ou dans les autres DOM. Donc, inutile de vous dire que ça a été bien perçu, puisque c'était ce qui était demandé. Maintenant, étant donné que dans les issues des précédentes crises, les mesures n'avaient pas été appliquées ou partiellement, les collectifs sont très dubitatifs, méfiants, et donc on demandait à Gérald Darmanin des garanties, comme ça a été dit dans votre reportage. Il s'est engagé à envoyer un courrier aux élus. Donc là, actuellement, l'île est toujours bloquée, puisque c'était votre question, elle est toujours bloquée. Il y a toujours des blocages en protestation contre l'immigration massive et contre l'insécurité qui touche le territoire. Ce courrier doit être envoyé par Gérald Darmanin en consultation du président de la République aux élus mardi soir. Et donc, on espère la levée mercredi matin des blocages. Demandez Anne, quelle est la situation sur place, parce qu'on a beaucoup parlé de ces vives tensions liées à une immigration incontrôlée et aussi à des difficultés sociales, des difficultés sécuritaires. Voilà, donc en fait, les blocages des collectifs sont toujours présents et donc empêchent
l'économie empêche la scolarité de fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, ça fait 3 semaines que les élèves ont été privés de scolarité. Donc c'est énorme dans un territoire touché par énormément de pauvreté et tout ce que vous pouvez percevoir et connaître de Mayotte. Et deuxièmement, il y a une insécurité qui reste toujours très forte. On a peu parlé d'insécurité dans ce voyage de Gérald Darmanin. On a surtout parlé de lutte contre l'immigration clandestine avec la levée du droit du sol, avec l'annonce de la fin des titres de séjour territorialisés et la fin et le durcissement du regroupement familial qui est inscrit, elle, dans la loi immigration. On a moins parlé d'insécurité. On a vu, et on le voit à votre image, les 15 forces du GIGN envoyées sur place. Il y a également des renforts qui sont annoncés, l'escadron Guépard qui doit arriver dans 15 jours, nous a garanti le directeur général de la gendarmerie nationale. Il va rester 4 mois. C'est toujours pareil. Gérald Darmanin a dit qu'il y avait davantage de forces de sécurité à Mayotte que Marseille. Mais comme je lui ai fait remarquer, nous sommes sur un territoire dont la moitié de la population a moins de 17 ans et demi. Des milliers d'enfants sont déscolarisés et le taux de pauvreté est à 77%. Donc rien n'est comparable avec ce territoire. Et l'insécurité à l'heure actuelle demeure. Merci Anne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Mayotte. On regarde la une de votre journal, le journal de Mayotte. Pas encore de levée de blocage suite aux annonces de Gérald Darmanin. Merci Anne Perzeau-Lafont d'avoir été avec nous. Yves, vous connaissez très bien la situation à Mayotte. Est-ce que Gérald Darmanin, hier, a apporté les réponses adéquates ? Il a apporté des réponses adéquates, je ne sais pas, parce que notre consoeur vient de dire que les barrages ne sont pas encore levés, donc il faut voir. Parce que maintenant, il va falloir, il y a des annonces, après il y a la mise en œuvre de ces annonces, et ça va être très, très compliqué. Notamment sur le plan de la méthode, parce que, en fait, le droit du sol, par exemple, le droit du sol, vous pouvez le réformer sans passer par une réforme de la Constitution. C'est une disposition du Code civil. Mais ce que anticipe, avec raison d'ailleurs, je pense, M. Darmanin, c'est que si vous réformez le droit du sol, vous serez retoqué par le Conseil constitutionnel parce qu'il y aura considéré comme une inégalité devant l'indivisibilité de la République. Donc il est obligé de passer par une réforme constitutionnelle. Or, une réforme constitutionnelle, chacun sait que c'est extrêmement long. Et ça ouvre un débat, ce qui est normal d'ailleurs, mais un débat qui va être explosif, parce que vous allez avoir une gauche qui, sans doute, qui va, j'anticipe, mais je vois déjà un peu les sons de cloche, qui va dire, mais non, là, vous touchez au principe d'égalité, justement, des territoires devant la République, et puis vous allez avoir une droite qui va vous dire, mais le droit du sol, pourquoi on le réformerait seulement à Mayotte, et on ne le fait pas ailleurs dans le pays. Donc tout ça va ouvrir un débat qui va être extrêmement houleux. Je vous rappelle quand même le débat sur la loi immigration qu'on vient de traverser et qui n'a pas été simple. Et puis deuxièmement, vous allez aussi, c'est là où il faudrait voir quand même un petit peu dans la réalité, on supprime le droit du sol, on veut supprimer le droit du sol à Mayotte, mais on supprime aussi le visa territorialisé. Ça veut dire que tous ceux qui sont en situation régulière à Mayotte pourront circuler partout en France. Normal. Sauf que ça va représenter un appel d'air extraordinaire, notamment, pas tellement pour les Comoréens, de mon point de vue, parce que les Comoréens, ils veulent rester dans la région. Mais ça va être un appel d'air énorme pour beaucoup d'Africains qui viennent du Mozambique. Je vous rappelle quand même que le nord du Mozambique est en proie aux attaques régulières de Al-Qaïda, donc les gens cherchent à fuir, et puis aussi à toute l'Afrique des Grands Lacs. L'Afrique des Grands Lacs, c'est quoi? C'est la Tanzanie qui est très pauvre, parce que c'est tout autour du lac Victoria, il faut le rappeler, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Malawi. Ce qui fait dire à la droite que Gérald Darmanin a fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça va être un débat politique compliqué? Oui, alors, ça risque d'être un débat politique compliqué, mais qui fait écho précisément à une situation en réalité très compliquée. Oui, il ne faut pas oublier que la situation est terrible. Ça rappelle juste que la politique est une école d'humilité et que face à des sujets complexes, c'est pourtant très circonscrit, très localisé comme problème. Et on voit bien que depuis des années et des années, ce problème existe et qu'en dépit des mesures qu'on prend, je veux dire, la loi a déjà évolué très récemment sur la question de Mayotte. La loi immigration, d'ailleurs, portait des dispositions concernant Mayotte. Elisabeth Borne, du temps où elle était encore Premier ministre il y a quelques semaines, avait
déjà fait un déplacement à Mayotte. Voilà, on voit bien en fait qu'il ne suffit pas de donner des coups de menton ou de faire des annonces pour régler un problème aussi localisé, mais en fait aussi complexe. Face aux annonces de Gérald Darmanin, la question à se poser, c'est est-ce pertinent, est-ce possible, est-ce efficace? Alors, est-ce pertinent? Symboliquement, je ne sais pas si cette réforme du droit du sol, effectivement, qui introduit une forme de... Voilà, qui met un coin dans ce principe d'indivisibilité de la République, en fait. Et voilà, est-ce pertinent? Je n'en sais rien, je n'en suis pas sûr. Est-ce possible pour les raisons que Yves a rappelées? Rien n'est moins sûr non plus, parce que la révision constitutionnelle, elle est très incertaine. Est-ce efficace? Si ça l'est, ça prendra du temps, et là encore, rien n'est moins sûr. C'est un coup de com' pour vous? Non, non, je dirais pas. Coup de com', c'est péjoratif. Il y a des signaux qu'il faut envoyer. Donc parfois, il faut envoyer des signaux forts. Donc oui, derrière, il y a de la com', mais encore une fois, la politique, c'est de la com', et c'est pas péjoratif. Effectivement, vous le disiez, Mathieu, il y a déjà eu une entorse au droit du sol à Mayotte dans la loi. C'est dans la loi immigration de 2018. Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur et eh bien, cette modification avait obligé la présence pendant 3 mois d'un des 2 parents pour que l'enfant né sur le sol français obtienne la nationalité française. Avec une efficacité relative, on le voit bien. Ouais, et la droite et l'extrême droite qui se félicitent de cette mesure, même s'il y a des critiques sur le un pas en avant, 2 pas en arrière. Est-ce que, comme ça avait été le cas pendant la loi immigration, on va avoir ce débat sur la victoire idéologique offerte par le gouvernement au RN? Comment le contester? C'est-à-dire, comment le contester? La loi immigration, précisément, a permis de poser la question de la préférence nationale, qui constitue le fil à plomb doctrinal de l'extrême droite. Et là, précisément, on va un peu plus loin. Alors, c'est des débats qu'on a depuis longtemps. La réforme du droit du sol, de la nationalité, etc. Déjà, en 93, on avait à l'époque où Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur, on avait des débats houleux autour de cette question. Donc, ça n'est pas nouveau. Mais oui, on voit bien que quand même, sur ces débats, en fait, l'extrême droite a pour partie gagné la bataille culturelle. Parce que d'abord, ces idées, ces propositions polarisent le débat public, et ensuite parce qu'on voit bien qu'elles rencontrent un écho de plus en plus favorable dans l'opinion. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas un peu coincé? C'est-à-dire, s'il ne prend pas ce genre de mesures, le RN dit, vous voyez, il faut voter pour nous parce que les autres ne font rien, et s'il prend ce genre de mesures, on dit, c'est la victoire idéologique du RN. Ce que je constate, c'est que pendant très longtemps, on a dit, l'extrême droite pose les bonnes questions, mais n'apporte pas les mêmes réponses, que de plus en plus, on apporte des réponses qui ressemblent à celles de l'extrême droite, et que l'extrême droite ne cesse de prospérer depuis 40 ans. En tout cas, rien de ce qu'on a fait n'a permis de la faire refluer au plan électoral. Oui, alors moi je suis toujours assez débitatif quand on dit l'extrême droite. Je crois qu'on est en train de vicier le débat, si vous me permettez l'expression. Il faut rappeler certaines choses. Le droit du sol, c'est pas né avec la Révolution française. Sous la Révolution française, on avait le droit du sang. Et le droit du sol, vous savez pourquoi il a été introduit en France au 19e siècle? C'est pour avoir de la chair à canon. Donc au milieu du 19e siècle, sous Napoléon III, on décide le droit du sol, c'est pour recruter des étrangers qui viennent se battre pour la France. Donc faut se méfier de tout ça. Et puis à chaque fois qu'il y a des idées maintenant qui sont un peu, on va dire, c'est vrai, très nationales, on en renvoie ça à l'extrême droite. Je rappelle aussi que sous la Ve République, régulièrement, la droite républicaine, je parlais de Pasqua, mais beaucoup d'autres, ont plutôt réclamé le droit du sang. En Allemagne, ils ont changé de point de vue aussi. Bon. Donc, il faut faire attention. Moi, je crois qu'il faut d'abord considérer Mayotte. On ne peut pas légiférer, gouverner Mayotte, je ne sais pas si vous connaissez la région, gouverner Mayotte à 70 km des Comores, comme vous gouvernez l'Alsace ou la Lorraine. Hein. Ça n'a rien à voir. Il faut voir le taux de pauvreté, il faut voir la situation sur place, il faut voir la difficulté pour des services publics de s'exercer. Et donc, c'est à peu près absolument normal, me semble-t-il, que vous ayez un régime dérogatoire. C'était très étonnant que Mayotte, déjà, c'était une promesse qui était assez démagogique de Jacques Chirac, que Mayotte devienne un département. C'était une erreur? Mais c'était sans doute une erreur. Parce que vous ne gérez pas Mayotte comme vous gérez un département métropolitain. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est assez... tout ça est compliqué, même si, il faut le dire, que ce sont les Mahorais eux-mêmes qui ont réclamé en 1975, au terme d'un référendum, à rester français, contrairement
aux Comoriens. Ouais, un dernier mot, Mathieu, est-ce que ça va ouvrir une brèche? C'est un peu votre édito d'ailleurs, Yves, ce matin dans le Figaro, sur l'ouverture, la réforme du droit du sol sur l'ensemble du territoire national. C'est en ça que se pose la question de la pertinence d'une telle mesure. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est efficace? On le verra. En tout état de cause, encore une fois, c'est une brèche supplémentaire. Donc oui, évidemment que l'extrême droite, quand même, revendiquera sa bataille idéologique. Ah oui. Encore une fois, Yves a raison dans tout ce qu'il dit. Pour autant, notre conception du droit du sol fait écho à une conception plus fondamentale de la nation et qui dure depuis longtemps. Et donc, pourquoi remettre ça en cause? Et par ailleurs, les courants de la droite qui ont déjà porté cette idée de réforme du droit du sol sont précisément les courants de la droite qui, avec Charles Pasqua notamment, étaient ceux qui proposaient de tendre politiquement aussi la main à l'extrême droite. Donc on voit bien où se joue quand même la proximité, voire même la collusion. Ça peut aussi ouvrir un débat sur la réforme du droit du sang? C'est tout le fil du débat. Oui. Ces débats sont ultra piégés parce qu'en plus, ce sont des débats qui sont parmi les plus clivants dans l'opinion française. Donc précisément, à un moment où le gouvernement, le président de la République réclame de l'apaisement dans le corps social, je ne suis pas sûr que ces mesures-là, dont encore une fois, nous ne garantissons pas l'efficacité, soient véritablement opportunes. On va parler de Gabriel Attal, puisqu'il a fait une grande interview hier, c'était dans le Parisien aujourd'hui en France. Il a dévoilé le calendrier de ses réformes. Quelles sont ses urgences, Alex ? Alors, première urgence, c'est la crise agricole, bien sûr, et ces agriculteurs français qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. À la fin du mois de février, au moment du Salon d'agriculture, un projet de loi d'orientation agricole sera présenté afin d'apporter des solutions aux problèmes de l'agriculture française. Sur le plan de la sécurité, un nouveau plan de lutte contre le trafic de drogue sera présenté en mars, avec l'accent mis sur les villes moyennes qui sont envahies pour la première fois par le trafic de cocaïne. Gabriel Attal a parlé de tsunami blanc, mais la plus grosse urgence pour le Premier ministre, ce sera au printemps, c'est de prendre des mesures concernant des jeunes qu'on a vus à la dérive, notamment pendant les émeutes urbaines. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, présentera au printemps des mesures de justice pour les jeunes mineurs délinquants, comme les travaux d'intérêt éducatif. Et puis, l'internat gratuit sera expérimenté dans certains départements. C'est-à-dire que si certains parents sont d'accord, un jeune pourra être placé en internat pour retrouver un cadre et être coupé de ses mauvaises fréquentations. Alors, après le printemps des urgences, il y aura l'été. Et l'été, ce seront les mesures dans le domaine social et le secteur de la santé. Et oui, cet été, dans chaque département sera installé un SAS, un service d'accès aux soins. Le but, c'est de désengorger les urgences. Quand vous appellerez le 15, vous serez soit dirigé vers un professionnel de ville, soit vers l'hôpital. Et Gabriel Attal est même prêt à remettre des obligations de garde pour les professionnels de ville. Et puis, côté social, eh bien, le chantier de la solidarité à la source va démarrer cet été avec l'expérimentation du RSA et de la prime d'activité à la source, c'est-à-dire que les formulaires de demande seront pré-remplis pour les citoyens qui sont éligibles à ces aides sociales. L'automne, ça sera priorité à l'école. Et oui, la prochaine rentrée scolaire servira à la mise en place du choc des savoirs qui est censé relever le niveau des élèves avec des groupes de niveau en classe de 6e et de 5e au collège. Et puis concernant le redoublement, ce sera désormais l'équipe pédagogique qui aura le dernier mot et plus les parents. Et puis enfin, dans le domaine économique, plusieurs réformes vont être présentées. Avant l'été, une loi pour libérer la croissance et l'activité en simplifiant les normes administratives. Et puis cet automne, une nouvelle réforme du marché du travail et sans doute de l'assurance chômage, deux réformes qui vont être lancées pour inciter davantage à retrouver un emploi et résoudre le problème des emplois non pourvus dans de nombreux secteurs de notre économie. Voilà, Gabriel Attal qui remonte au front après son discours de politique générale. Est-ce que c'est un vrai programme qui affiche le cap jusqu'à la rentrée ou est-ce qu'il fallait tout répéter parce qu'on est en période de campagne européenne et il fallait montrer que le gouvernement agit? Alors, il n'y a pas que ça, il y a la déclinaison effectivement d'une feuille de route un peu concrète. Alors, il y a eu 2 discours de politique générale. Souvenons-nous qu'il y a eu Emmanuel Macron qui a fait une interminable conférence de presse quelques jours seulement avant le débat parlementaire, enfin le discours de Gabriel Attal. Il y a eu le discours de Gabriel Attal qui lui-même était long et détaillé. Et là, effectivement, alors on sent qu'il y a le besoin de déployer une feuille de route un peu concrète, voilà, pour donner de la visibilité à tout le monde sur les prochaines semaines. Évidemment que tout le monde a en tête le scrutin des européennes. Je suis pas sûr que ce soit décisif. On voit bien que le premier mois de Gabriel Attal n'a pas été si simple que cela, en réalité. Et ça rappelle que précisément la politique, c'est avant tout de la gestion de crises successives. En réalité, c'est quand même de plus en plus ça l'exercice du pouvoir. Donc il a eu la crise agricole, il a eu la crise politique avec sa ministre de l'Éducation nationale, son ex-ministre de l'Éducation nationale, qui avait quand même contribué à tirer une balle dans le pied de ce nouveau gouvernement. Et puis la semaine dernière, une espèce de petit sketch, j'y mets des guillemets, avec François Bayrou, qui pendant 3 jours en fait a fait l'actu. Je veux revenir, je peux revenir, je dois revenir. Finalement, je reviens pas. Et bon, on
n'a parlé que de ça, avec finalement un remaniement qui a été quand même un peu déceptif, parce qu'une reconduction de la plupart des sortants un mois après. Et d'ailleurs, on voit que dans les enquêtes d'opinion, en un mois, ce pauvre Gabriel Attal recule déjà. Voilà. Donc là, il s'agissait de reprendre un peu de souffle et voilà, de se remettre en dynamique pour toujours confirmer le fait que c'est un jeune Premier ministre hyperactif, avec là précisément un jeune âge qui n'est plus synonyme de modernisme ou de modernité comme avant, mais plutôt d'activisme, de dynamisme. Il y avait besoin de montrer qu'il y avait un capitaine qui tenait la barre, Yves ? Oui, mais comme l'a dit Mathieu, il s'est déjà pas mal exprimé quand même depuis qu'il est là. C'est vrai que c'est un peu plus concret. On a un calendrier, on n'avait pas de calendrier jusqu'à présent. Moi, je pense que l'urgence, d'abord pour lui, ça va être de déminer l'affaire agricole qui n'est pas tout à fait réglée quand même, loin de là, parce qu'il y a quand même l'échéance du salon de l'agriculture, et je pense que les agriculteurs, ils font de la politique aussi, les agriculteurs. Et Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, dit que ça va trop lentement. Les annonces ne sont pas mises en application. Donc, c'est dans 15 jours, tout ça peut encore dégénérer, une allumette peut être à nouveau craquée. Effectivement, non, ce que je retiens, moi, de Gabriel Attal, c'est qu'il est extrêmement organisé. Enfin, c'est que il sait où il va, et ça, de ce point de vue, c'est plutôt assez bien. On a un programme, il va falloir qu'il l'applique. Et il va falloir aussi que tout ça se mette en musique avec le président de la République, parce que le président de la République, c'est quand même lui aussi le maître des horloges, comme on dit. Et puis il faut que derrière, il ait un gouvernement qui suive et qui travaille dans la cohérence. Ce qu'on peut remarquer aussi dans ce calendrier de Gabriel Attal, c'est qu'il n'y a pas de grande loi. Et là, ça concerne les parlementaires. On avait 2023 avec la réforme des retraites, la loi immigration. C'était des marqueurs du débat au Parlement. Il n'y a pas de majorité. On voit une succession de plans qui se veulent efficaces, concrets, rapides. Et on voit forcément peut-être la volonté de contourner l'obstacle de l'Assemblée nationale avec l'absence de majorité absolue. Oui, effectivement, puisqu'on parle de la majorité, il a une phrase, Gabriel Attal, dans cette interview, il dit « Il ne manque aucune composante de la majorité au sein du gouvernement, je suis le chef de la majorité ». Est-ce que le fait d'avoir besoin de le dire est déjà un problème ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'un point majeur pour lui est celui de son autorité politique. Il y a celle de son autorité politique au sens d'autonomie vis-à-vis du président de la République, comme le disait Yves. Il y a effectivement la gestion d'une majorité parlementaire, qui est relative et essorée après une année 2023 difficile. Au-delà même de la majorité parlementaire en tant que telle, on voit bien qu'un certain nombre de ténors de la majorité présidentielle aujourd'hui sont montés au créneau dès avant la nomination de Gabriel Attal, même pour essayer de la freiner. En tout cas, on voit bien que Édouard Philippe, François Bayrou, la semaine dernière publiquement, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et quelques autres, prépositionnés pour 2027, ont immédiatement vu qu'avec la nomination de Gabriel Attal à Matignon, le président de la République faisait davantage que de désigner un Premier ministre, il désignait potentiellement un héritier, un poulain, ou en tout état de cause, un rival supplémentaire pour tout cela. Donc déjà, au sein de la majorité, sa ligne de crête ne va pas être si simple que ça à trouver. Et par ailleurs, la désignation de Rachida Dati au sein du gouvernement a aussi hystérisé l'opposition des LR. Donc voilà, pour Gabriel Attal, il va falloir tenir un peu tout ça, ce qui n'est pas si évident. Et d'autant qu'arrivent les européennes. Yves, on va regarder le sondage que vous publiez ce matin dans le Figaro. Sondage qui donne la majorité présidentielle très loin derrière le Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire que Gabriel Attal, en parlant de majorité, il voulait incarner le fait que c'est lui qui allait mener la campagne des européennes ? Mais si ça se trouve, c'est lui qui va la conduire. Parce que, d'abord, comme le dit si bien Jean-Louis Borloo, ça serait bien Bourlange, qui était votre invité, ça serait bien qu'ils nomment leur tête de liste avant l'élection. Et on peut se poser la question de savoir si, effectivement, c'est pas le meilleur des chefs pour tirer cette liste. C'est pas Gabriel Attal, précisément. C'est pas incompatible. Je crois pas que ça puisse être incompatible, puisqu'il peut mener campagne, il peut être élu, et puis se retirer de son mandat. Et ça serait peut-être pas une mauvaise idée, parce que ça permettrait de mettre en conformité le discours à la fois de gouvernement de la majorité présidentielle et aussi ses objectifs européens qui sont déterminants, parce que s'il y a une colonne vertébrale dans cette majorité et un point de rassemblement de toutes les composantes de la majorité, c'est bien autour de l'Europe. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de partis en France qui sont des partis convaincus sur ce front.
Et le Rassemblement national est largement devant dans les sondages. Est-ce que le RN a déjà gagné cette élection, Mathieu, pour vous ? En tout cas, le retard sera sans doute très difficile à remonter. Ce qui est frappant, c'est de voir que les deux listes étaient à peu près à touche-touche à l'été dernier. À l'été dernier, il y avait 2 points d'écart entre les deux listes. On est à 10-12 points d'écart en fonction des instituts aujourd'hui. Et on voit bien que c'est précisément 4 mois de débats décomplexés, entre guillemets, sur l'immigration qui ont contribué à creuser cet écart. Donc, tactiquement, je ne sais pas dans quelle mesure cet automne focalisé sur la question migratoire aura été, efficace, pertinent. On voit bien que ça tergiverse au sein de la majorité présidentielle, parce qu'on voit bien que bien souvent Emmanuel Macron, en dépit de la posture qu'il adopte, a parfois du mal à trancher de façon rapide et efficace un certain nombre de points, que ce soit pour désigner des membres de son gouvernement ou pour trancher des points épineux. Là, la tête de liste n'est pas... Et je dirais que c'est une vraie difficulté, alors même que sur l'Europe, quand même, Emmanuel Macron, précisément, a un ADN parfaitement identifié, un électorat parfaitement aligné avec ses prises de position, et donc normalement, sur les européennes, il y a potentiellement un boulevard pour la majorité présidentielle, même si elle est aux affaires. Voilà. On va terminer d'un mot rapidement sur ce qui est peut-être la photo du week-end, c'est celle de Volta. Vous avez sûrement entendu parler de Volta, c'est le chien de Gabriel Attal. Pourquoi cette photo ? Parce que Gabriel Attal a été critiqué pour avoir rigolé sur son téléphone pendant une intervention de l'opposition. Et il a dit, mais en fait, je venais de recevoir la photo de mon chien et on a découvert le chien en question. Est-ce qu'il a réussi, pour le coup, là, Mathieu, à retourner ce qui aurait pu être une difficulté en un coup de com' réussi ? Écoutez, Marine Le Pen a effectivement des chats, Gabriel Attal a son chien désormais. Je trouve, là, pour le coup, je trouve que ça fait un tout petit peu comme des années 80, mais on n'est jamais à l'abri d'un succès. Enfin, je veux dire... Yves, non, ce qui me frappe dans cette photo, c'est on a l'impression de voir un jeune lycéen. C'est incroyable de se dire que ce jeune homme est tant mieux, est Premier ministre. Mais quand on le regarde, on se dit, mais il est en train de... c'est entre 2 révisions du baccalauréat, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Mais c'est bien, je dis... Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est que l'opinion achète, en fait, le jeune âge. Que ce soit pour Jordan Bardella ou pour Gabriel Attal, en fait, le manque d'expérience politique n'est pas un handicap. Au contraire, la jeunesse est un atout. Alors, regarde ce qu'il y a dans nos quotidiens régionaux, Alex. Alex, on va parler des opérations anti-drogue. Elles se multiplient dans tout le pays, notamment dans l'Hérault. Ah oui, des actions anti-drogue en rafale. C'est à la une de Midi Libre. Le journal propose un reportage en immersion lors d'une opération Place Nette dans le quartier de la Devèze à Béziers. L'opération Place Nette consiste à démanteler un point de deal. Emmanuel Macron en souhaite 10 par semaine dans le pays. Et à Béziers, ce sont les agents du RAID qui ont procédé aux interventions dans certains appartements ou dans certains garages du quartier pour trouver là où était stockée la drogue. Des tractopelles sont même venus détruire un escalier où s'installaient les dealers pour former ce point de deal. Et les habitants du quartier voient cette opération d'un bon œil. Mais ils rappellent quand même que le problème de ce territoire, c'est surtout la pauvreté ou le chômage. Un commerçant témoigne, je le cite, les jeunes, ils voient les autres avec des chaussures de marque. Ils veulent pareil. Ils ont trouvé une astuce pour gagner leur vie. On parlait d'agriculture, les éleveurs laitiers dans la tourmente à cause du prix du lait. Oui, c'est à la une du journal L'Ardennais, avec un reportage dans la ferme du Moulineau, dans les Ardennes, qui élève des vaches laitières en mode conventionnel. Leur lait est acheté 44 centimes le litre par la coopérative Sodial et il est vendu jusqu'à 3 fois plus cher en supermarché. Alors les deux éleveurs font la grimace, ils auraient besoin d'un litre à 60 centimes pour pouvoir absorber leur dette. Et actuellement, ils travaillent 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Ils arrivent à sortir un salaire de 1500 € net chacun par mois pour toutes ces heures travaillées. Je les cite, on adore travailler avec les animaux, mais on devrait pouvoir vivre mieux de notre métier. Des manifestations contre de nouveaux forages pétroliers, c'est dans le bassin d'Arcachon, c'est à la une de Sud-Ouest. Des huîtres, pas du pétrole, c'est ce que scandaient les milliers de manifestants ce week-end à Bordeaux pour protester contre le projet d'exploitation de 8 nouveaux forages pétroliers à la Teste de Buch, un projet porté par la société canadienne Vermilion sur une concession existante. Ça veut dire que c'est autorisé par la loi. La loi de Nicolas Hulot en 2017 interdisait l'ouverture de nouvelles concessions pétrolières, mais permet de poursuivre les concessions existantes jusqu'en 2040. Et notez que Greta Thunberg, la militante suédoise, était présente à Bordeaux ce week-end. Allez, on termine avec une manifestation plus joyeuse. C'était le carnaval de Dunkerque hier. Et oui, des dizaines de milliers de personnes déguisées ont participé à la bande des pêcheurs. C'est le défilé dans les rues de la ville et les carnavaleux saluent le brassage social
sociale que symbolise cet événement. L'un d'eux l'explique, patron, salarié, élu, tout est mélangé, les dockers, les notaires, les secrétaires, il y a zéro classe sociale, c'est ça qui est magique au carnaval. Merci Alex. La une du Figaro, on en a beaucoup parlé, c'est Mayotte. Yves, à Mayotte, Darmanin promet la fin du droit du sol. Effectivement. C'est à lire ce matin dans votre journal. Merci Yves Tréhard, merci Mathieu Souker d'avoir été avec nous. Merci Alex, on se retrouve demain. Prochain rendez-vous à 18h avec Thomas Huck, Sens Public. Très bonne journée.